Alors les amis, dans cette vidéo, on va parler du droit souple ou la soft law. C'est un thème vraiment important que vous allez étudier en première année de droit. Alors généralement, on le voit dans le programme d'introduction au droit. On peut aussi l'aborder dans le programme de droit constitutionnel, mais c'est plus l'introduction au droit. Et c'est important parce que vous allez normalement l'étudier dans la partie des caractères de la règle de droit, parce que quand vous allez étudier ces caractères, vous allez étudier le caractère de contrainte, le caractère coercitif de la règle de droit, et c'est à ce moment-là qu'on parle de la soft law ou du droit souple. Il y a de plus en plus d'universités qui interrogent sur ce thème parce que c'est un thème d'actualité et on a un mouvement de généralisation du droit souple qui fait qu'on en parle de plus en plus et donc qui fait qu'on le donne de plus en plus au partiel aux étudiants. Dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'il faut savoir sur le droit souple de manière synthétique parce qu'on va se concentrer sur ce qui peut faire l'objet d'un partiel en première année de droit. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors, le droit souple, donc ça c'est une petite accroche que je vous donne si jamais vous tombez là-dessus en dissertation. Ça ressemble à du droit, ça a le goût du droit, mais ce n'est pas du vrai droit. Alors comment on peut le définir? Cette expression de soft law ou de droit souple, d'abord son origine c'est le droit international. On estime que c'est pour la première fois qu'on a entendu cette expression sous la plume du juriste britannique Arnold McNair en 1930 pour faire référence à des engagements non contraignants souscrits par des États dans le cadre de leurs relations internationales. Alors vous n'êtes pas obligé de retenir tout ça, mais il faut retenir que l'origine de cette expression de soft law, ça vient du droit international et notamment d'un juriste britannique. Ce terme ensuite donc a été traduit, le terme de soft law a été traduit en droit français. On verra qu'il y a plusieurs noms, on parle de droit souple, de droit mou, certains auteurs parlent de droit gazeux, etc. Mais ce droit souple a dépassé le cadre des relations internationales. Ça, c'était que l'origine. Maintenant, ça désigne, et ça c'est la définition à retenir, un ensemble de règles dont la force normative n'est pas identique à celle des règles de droit classiques. Ce sont des normes qui, qui ne sont pas contraignantes, mais qui peuvent exercer quand même une influence significative sur le comportement des acteurs et sur les décisions des juridictions. On dit qu'elles bénéficient d'une efficacité juridique de fait. Donc vous pouvez retenir tout ça comme définition si jamais on vous interroge sur le droit souple, ou même si vous êtes interrogé sur les caractères de la règle de droit, vous pourrez à un moment ou un autre parler du droit souple, je vous expliquerai pourquoi après, et donner cette définition. La Cour de cassation, elle le définit de cette manière en nous disant que ce sont des instruments qui ont en commun à leur origine non pas d'obliger leur destinataire, mais plutôt de contribuer à orienter leur comportement. Comme je vous disais, et c'est vraiment là-dessus, si vous devenez retenir une chose de cette vidéo, c'est ça. Pour bien comprendre cette notion de droit souple, rappelez-vous de votre cours sur les caractères de la règle de droit. Ça tombe vraiment hyper souvent en première année de droit. Et parmi ces caractères de la règle de droit, vous avez un caractère qu'on cite classiquement pour identifier la règle de droit et même pour la distinguer des autres règles, pour distinguer de la règle morale notamment et la règle religieuse, c'est ce caractère coercitif. C'est-à-dire qu'une règle de droit peut être en principe sanctionnée par voie de contrainte. L'autorité étatique va intervenir pour forcer la personne à respecter la règle de droit. Dans le cas d'une règle de droit souple, ce caractère coercitif fait défaut. Donc là, il y a, comment dire, un problème dans notre schéma, dans ce que la doctrine avait élaboré comme caractère pour reconnaître la règle de droit, puisqu'on n'est pas dans ce cas-là. Ici, ce caractère coercitif fait défaut. C'est vraiment le point à retenir sur le droit souple. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi, on peut faire le lien avec le cours sur la pyramide de Kelsen. Vous savez, la pyramide de Kelsen qui classe les normes par hiérarchie. Hem, Ce droit souple peine à trouver sa place dans la hiérarchie des normes, puisque, bah, il y a pas ce caractère coercitif. Alors, pour ce qui concerne les instruments qui constituent le droit souple, vous avez, donc des codes de bonne conduite, des recommandations, de bonnes pratiques, principalement, et cetera, et cetera. Ça, je vous laisse, lire l'article, mais retenez surtout ça. Code de bonne conduite, recommandations de bonnes pratiques. C'est, plutôt sur ce type de document que vous pourriez être, interrogé. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de, soft law, droit mou, droit souple, droit doux même, droit non dur, droit gazeux pardon, droit flou? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces termes désignent la même chose. Tous ces termes, c'est de la soft law. Comme je vous disais tout à l'heure, ça a une origine britannique, soft law. Donc, de toute façon, il a fallu s'interroger pour savoir comment est-ce qu'on pouvait le traduire en droit français. À la base, on a plutôt utilisé le terme de droit mou plutôt que de droit souple. En réalité, tous ces termes-là servent simplement à indiquer
la pensée, de l'auteur en fonction du terme choisi. C'est-à-dire que dans tous les cas, ça désigne de la soft law, mais en fonction du terme, on peut savoir si, l'auteur en a une vision plutôt péjorative ou au contraire une vision plutôt, positive. Les qualificatifs, vous vous en doutez, de mou, de flou, de gazeux revêtent plutôt une connotation péjorative parce qu'ils vont plutôt mettre l'accent sur, les inconvénients de ce type de règle. Ça va signifier que la règle est plus complexe à lire, plus incompréhensible, alors que le qualificatif de souple, va mettre l'accent sur, les avantages de ce type de règle, puisque la souplesse, la flexibilité, hem, pourraient constituer un bienfait, un avantage par rapport, à ce qu'on appelle le droit dur en opposition au droit mou. Donc le droit classique en fait. On l'a dit en introduction, retenez aussi si vous êtes interrogé sur ce thème, il faudra expliquer qu'on a un mouvement de généralisation, du droit souple. C'est-à-dire que le droit souple prend de plus en plus d'ampleur, notamment en quantité et touche de plus en plus de domaines du droit. Certains auteurs parlent même de phénomène de prolifération, du droit non dur. Alors, comment on fait pour identifier une règle de droit souple? Vous avez un rapport du Conseil d'État, qui, nous a donné des critères. Ces critères permettent d'identifier, selon les rédacteurs de ce rapport, donc selon le Conseil d'État, une règle de droit souple. Premier critère, ça tient à l'objet du droit souple. Les instruments du droit souple, au même titre que, ceux du droit dur, vont chercher à modifier les comportements. Donc là, c'est la même chose pour le droit dur et pour le droit mou. Mais, par exemple, les actes préparatoires intervenant dans le processus d'élaboration d'une norme ne constituent pas en principe du droit souple, car ils n'ont pas pour objet d'influencer les comportements. Donc ça permet de distinguer quand même, ce critère de certains, types d'actes qui ne constituent pas du droit souple. Le deuxième critère, c'est l'absence de force contraignante des instruments du droit souple. On l'a vu en introduction, on a vu que c'était un des une des caractéristiques principales de ce droit souple, c'est cette absence, de force contraignante. Donc, l'étude du Conseil d'État nous dit même que, le critère de l'absence d'obligation paraît devoir être préféré à celui de l'absence de sanction, s'agissant de cette absence de caractère contraignant. Et troisième critère qui a une importance extrêmement importante en pratique, c'est la structuration de l'instrument. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la présentation et l'organisation du contenu de l'instrument du droit souple va donner au droit souple une forme juridique. Donc il faut faire attention à l'apparence de l'acte. C'est un principe de mimétisme formel. Le droit souple prend des apparences et suit des procédés de création comparables à ceux du droit dur. Alors je vais vous donner un exemple qu'on nous donne dans ce rapport du Conseil d'État. Par exemple, un slogan politique a bien vocation à changer les comportements. Donc le premier critère pour être satisfait, il n'est pas assorti de sanctions, deuxième critère, mais par contre, il n'a pas de forme qui va se traduire par une structure en article, donc il n'a pas la structuration de l'instrument. Donc ce n'est pas du droit souple. Voilà pour ces 3 critères à apprendre simplement par cœur, il y a rien de compliqué. Pour les sources, vous avez tout évidemment en bas de page, hein. S'agissant des fonctions du droit souple, alors on va les voir rapidement pour pas alourdir la vidéo. On peut distinguer 4 fonctions du droit souple. Première fonction, c'est un rôle de substitution. Donc là, quand je parle de fonction, ça veut dire quel est l'intérêt en fait d'une règle de droit souple. Rôle de substitution, le droit souple peut avoir pour objet de se substituer au droit dur lorsque l'usage du droit dur, pardon, s'avère impossible. Donc là, le droit souple se substitue au droit dur. Rôle d'anticipation ensuite. Ça, c'est un rôle très important. Le droit souple va permettre, dans certains cas, d'appréhender les mutations de la société et des évolutions technologiques. Donc, si on prend des domaines, si on va devoir, par exemple, avec l'apparition des plateformes de mise en relation, des plateformes électroniques de mise en relation, en fait, pour faire simple, les Uber, Deliveroo, et cetera, c'était des innovations technologiques qu'il a bien fallu encadrer par le droit dur. Mais parfois, le fait de passer par du droit souple, ça va permettre de tester, de voir en amont, d'anticiper l'élaboration d'une règle de droit dur avant de légiférer tout de suite. On va essayer de passer par le droit souple pour rendre ça un peu plus simple, pour offrir plus de flexibilité. Là, on pourrait penser aussi avec, l'intelligence artificielle, il va y avoir de plus en plus de législation qui va venir encadrer tout ça. On pourrait penser à utiliser le droit souple. Rôle de complément ensuite, donc tout simplement, là ici on a le droit dur et le droit souple va pouvoir venir en complément, donc pour préciser, la règle, pour permettre de mieux l'interpréter.
Et puis le rôle alternatif, parfois, ça peut même être une alternative durable au droit dur dans certains domaines spécifiques. Là, l'auteur prend l'exemple du domaine sanitaire, par exemple, dans lequel ce rôle alternatif aurait un intérêt important. Dernier point, assez important sur le contrôle du droit souple par le juge administratif. Alors c'est rapide, hein, mais vous pouvez le cas échéant être interrogé là-dessus, alors ça, ce serait peut-être plus pour la deuxième année en droit administratif, mais on peut vous demander ça aussi en première année de droit, sachant qu'il y a pas énormément de choses à retenir, vous pouvez le retenir. Alors la question c'est: est-ce que le droit mou, le droit souple, peut faire l'objet d'un contrôle par les juges de l'ordre administratif? Est-ce qu'on peut contrôler une règle sachant qu'il y a pas de, caractère contraignant? Le Conseil d'État a accepté les recours pour excès de pouvoir, alors c'est un type particulier de recours que vous verrez en droit administratif, à l'encontre des avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptées par les autorités de régulation dans l'exercice des missions dont elles sont investies, lorsque ceux-ci, c'était les premiers critères invoqués par le Conseil d'État, qui sont encore valables, lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent. Alors, n'apprenez pas par cœur tout ça. Je vais vous donner là juste après les 2 critères à retenir. Donc ça, c'est une jurisprudence qui à la base avait été élaborée simplement pour les actes pris par les autorités de régulation, qui a été étendue à d'autres types d'actes, enfin à tous les types d'actes édictés par l'administration en général. Puis vous avez un arrêt très important, celui-là vous pouvez le retenir, l'arrêt Jitsi, dans lequel le Conseil d'État a jugé qu'un administré peut saisir le juge administratif pour contrôler, donc là, retenez bien, tout document de portée générale, dès lors que ce document est susceptible d'avoir un effet notable sur les droits ou la situation des administrés. Donc là, on a une unification du régime de tous les instruments du droit souple. C'est la particularité de cette décision, c'est qu'on prend les actes de droit souple qui venaient donc par exemple des autorités de régulation, les actes édictés par l'administration, mais aussi les circulaires, etc. Donc, si vous êtes interrogé là-dessus, pour savoir si on peut, exercer un recours pour excès de pouvoir, un type particulier de recours exercé devant le juge administratif contre un acte de droit souple, il faut vérifier ces 2 critères. D'abord, l'acte de droit souple doit produire à l'égard de la personne qui forme le recours des effets notables, donc critère des effets notables à l'égard de la personne qui forme le recours, ou il va devoir produire des effets susceptibles d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elle s'adresse. Là, vous voyez, on a un arrêt de 2023 qui a repris ces 2 critères. Donc, vous retenez simplement ça et vous expliquez qu'on va pouvoir, si ces critères alternatifs sont satisfaits, on va pouvoir former un recours pour excès de pouvoir. Là, vous avez une vidéo que vous pouvez regarder si vous voulez, qui est assez intéressante. Alors, avantages, inconvénients du droit souple, je passe vraiment rapidement parce que là, c'est du par cœur. Donc, flexibilité, on l'a vu, c'est un des avantages du droit souple. En matière de coopération internationale, c'est utile de passer par le droit souple parce que les obligations contraignantes ne fonctionnent pas très bien. Ne permet pas d'arriver au résultat souhaité la plupart du temps. Enfin, c'est plus compliqué. Incitation à l'autorégulation, donc en l'absence de sanctions légales directes, ça va encourager les acteurs à adopter des comportements responsables par choix éthique ou pour préserver leur réputation, du moins en théorie. Et une meilleure lisibilité du droit dur pour certains, en tout cas, il y en a certains qui pensent l'inverse, comme on verra juste après, mais ça permettrait d'alléger le droit dur et de réserver en fait le droit dur aux domaines dans lesquels il y aurait en fait, selon certains auteurs, seuls certains domaines dans lesquels la contrainte, la force, contraignante de l'État, trouverait un avantage à s'appliquer. Et les inconvénients, pardon, du droit souple, donc le manque de contraintes est critiqué, parce qu'en l'absence de sanctions légales, certaines, parties, certains justiciables vont, choisir de ne pas respecter les normes de droit souple, donc ça en compromettrait, les objectifs, juridiques. Ça pourrait entraîner aussi, une diversité d'interprétations, donc une interprétation variable, ce qui n'est pas sain, ce qui n'est pas bon du point de vue de la sécurité, juridique. Un manque de responsabilité, parce que, bah, si les acteurs échappent, à leurs obligations sans subir de sanctions, ils pourraient, tout simplement décider de ne pas appliquer ces règles de droit et de manière générale, c'est surtout ça qu'il faut retenir comme inconvénient, c'est la dégradation de la qualité du droit. Il y a beaucoup d'auteurs qui critiquent et ça se révèle tout simplement par, les termes employés. Comme je vous disais en introduction, quand on parle de droit mou, quand on parle de droit gazeux, on met en avant, ces préoccupations, sur la sécurité juridique et je vous rappelle, on l'avait vu dans une autre vidéo, la sécurité juridique, dans la vidéo sur les revirements de jurisprudence.
on avait vu que, ce principe de sécurité juridique met l'accent sur, la la faculté à compr la compréhension du droit, la prévisibilité du droit. Il faut comprendre les règles de droit, qui nous entourent et donc là, ça entraînerait une dégradation de la qualité du droit et donc une atteinte, au principe de sécurité juridique. Donc voilà globalement ce qu'il faut savoir pour le droit souple. Vous voyez, il y a pas énormément de choses, c'est à connaître parce que vous pouvez être interrogé là-dessus, soit totalement, ça arrive dans certaines universités, soit au moins en partie. C'est-à-dire si vous êtes interrogé sur les caractères de la règle de droit, il est fort probable et il sera apprécié des correcteurs que vous fassiez une petite partie, pour, expliquer rapidement ce que c'est que le droit souple. Et retenez dernière chose et j'en terminerai là-dessus, que le Conseil d'État lui-même, avant parlait de droit mou et que désormais il parle de droit souple. Donc cette évolution, ça montre aussi, l'évolution, de la perception que les juridictions se font de ce droit qui à la base était perçu comme quelque chose de plutôt péjoratif. Donc, on était plutôt là sur les inconvénients et qui petit à petit, est vu comme quelque chose d'avantageux, par rapport au droit dur, notamment en raison de cette flexibilité qui se révèle à travers le qualificatif de droit souple qui met en avant cette flexibilité. C'est tout pour cette vidéo, bon courage pour vos révisions.